Le modèle de réussite, je pense que le modèle de réussite de nos parents, c'est gagner beaucoup, avoir une belle reconnaissance sociale. Notre modèle de réussite à nous, j'ai l'impression que ça devient davantage avoir du sens dans notre vie, quoi. Bonjour Arthur. Bonjour. Première question, comment ça va? Ça va bien. Là, j'ai la pêche. Là, ça va super. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, s'il te plaît? En 2 mots? Non, vas-y. Non, donc je m'appelle Arthur, j'ai 24 ans et je suis tout juste diplômé d'une école d'ingénieurs qui s'appelle Centrale Nantes. Et je viens de réaliser un documentaire qui s'appelle Rupture et qui parle du changement de cap des jeunes des grandes écoles face à l'urgence écologique et sociale. Tu as réalisé le documentaire Rupture, qui est sorti donc, le 10 septembre dernier, Ouais. alors que tu étais étudiant à Centrale Nantes. C'était quoi le déclic? Le besoin de parler d'un mouvement qu'on était de plus en plus nombreux à vivre dans les grandes écoles, et c'est-à-dire le mouvement que de plus en plus de jeunes changent de cap face à l'urgence écologique et sociale. Et moi, je vivais ça de l'intérieur, et puis je faisais partie d'ailleurs de ces jeunes, tu vois, qui se questionnent et qui changent de cap pour se réorienter. Et j'avais besoin d'en parler, en fait, autour de moi, notamment mes parents, pour qu'ils comprennent un peu mieux certains choix que je pouvais faire, quoi. Quand tu parles de changement de cap, dans ton cas, c'est-à-dire que tu as quitté le domaine de l'ingénierie ou simplement quitté ce système, en fait, que te promettait cette grande école qui était Centrale Nantes? C'est un peu les deux, en gros, mais c'est avant tout quitter le système. C'est-à-dire que quand tu fais des belles écoles comme ça, t'es promis à une carrière dans un grand groupe avec un beau salaire, la belle voiture de fonction qui va avec, tout qui va bien, la reconnaissance sociale aussi. Et en fait, là, face à l'urgence écologique et sociale, j'ai ressenti la nécessité de trouver un job bien plus aligné avec mes valeurs, donc la quête de sens, la quête d'impact aussi. Et ça voulait dire mettre de côté un petit peu toute la reconnaissance sociale et même le confort financier finalement, pour trouver ma place, pour réinventer ma place dans la société. Et là, il y a plein de manières de le faire, mais c'est en tout cas quitter un peu cette voie toute tracée pour mettre le sens au cœur de mes priorités, quoi. Et dans ce documentaire, il dit quoi de notre jeunesse, justement? Justement, je pense que ça parle de ça, quoi, de la quête de sens en fait de notre jeunesse, la volonté d'avoir un taf avant tout pour avoir un impact positif sur le monde. Je pense que notre jeunesse, on voit un peu tout le désastre écologique en cours et même aussi l'urgence sociale. Et face à tout ça, on a une certaine forme peut-être d'impuissance et en même temps, on a juste envie d'agir, quoi. Et je pense que cette quête de sens, c'est devenu une de nos priorités dans nos vies. Et comment on rentre en rupture? Ça se matérialise comment? Est-ce que c'est plus idéologique d'abord? Après, ça devient, comme tu disais, agir, donc Ouais. plus matériel. Se chercher, en fait. Là, je pense que la rupture, c'est pas forcément simple et il y a pas de. On sort d'une voie toute tracée et la nouvelle voie, elle est pas du tout toute tracée. Et c'est à nous de la réécrire. Et comme je te disais, je pense qu'il y a plein de méthodes et plein de manières de rentrer en rupture. Il y a des ruptures qui sont plus ou moins radicales, on va dire. Il y en a qui vont s'engager dans l'associatif, d'autres dans le militantisme, d'autres qui vont rejoindre justement des grands groupes, mais avec la volonté de les transformer de l'intérieur. Donc il y a plein de manières. Pour moi, rentrer en rupture, c'est mettre l'impact et le sens au cœur de nos priorités, avant la volonté d'avoir justement une certaine reconnaissance sociale ou un confort financier, par exemple. Et ça peut entraîner pas mal de conséquences autour de nous, que ce soit avec notre entourage, nos parents, qui peuvent ne pas comprendre certains de nos choix. Pourquoi est-ce que tu as fait Bac plus 5, Bac plus 7 que tu peux sortir et gagner 80K par an et finalement tu décides d'être payé un demi-SMIC dans une association pour aider les migrants. Pour certains, ça c'est pas compréhensible, quoi. Mais en fait, pour nous, c'est une urgence d'être en accord avec nos valeurs et d'avoir un impact positif sur le monde. Et puis, bon, voilà, il y a plein de manières différentes, mais c'est une rupture avec, avec l'entourage, avec les entreprises, avec les écoles aussi. Plein de paramètres, quoi, à prendre en compte. Comment justement cette quête de sens devient tellement prioritaire qu'elle devient quasiment une urgence personnelle? C'est un sentiment assez intense, personnellement. Ouais. On est quand même, il y a une récente étude là, qui est sortie qui dit qu'on est 75% des jeunes de 16-25 ans en France à considérer l'avenir comme effrayant. Donc c'est ce qu'on appelle un peu l'éco-anxiété, en fait, tout simplement. 41% d'entre nous considèrent que ce sentiment d'éco-anxiété affecte notre quotidien. Donc c'est énorme quand même, hein, c'est des chiffres assez effrayants. Et je pense qu'une manière qu'on a trouvé de lutter contre cette éco-anxiété, en tout cas de lutter contre, c'est-à-dire de vivre avec, c'est en passant dans l'action, quoi. C'est ce que je te disais, pour moi, c'est vraiment le fait d'agir, c'est un sentiment d'urgence, c'est un besoin vital, quelles que soient finalement les conséquences que ça peut entraîner, c'est-à-dire la perte de reconnaissance sociale. Quand tu fais un certain choix, moi j'ai des amis qui, par les choix qu'ils ont pu faire pour être justement alignés avec leurs valeurs et trouver du sens,
savaient de facto qu'à table, en famille, on n'allait plus parler d'eux. Parce que c'était un peu, voilà, ça devenait un peu honteux finalement de... Enfin, pas honteux, mais c'est pas le truc qui fait kiffer les parents que de bosser dans l'associatif quand c'est beaucoup plus reconnu socialement de travailler dans une grande banque bien connue ou dans un grand groupe. Et pour autant, c'est des choix qui sont faits parce qu'on ressent ce besoin vital, je pense, d'être encore une fois aligné avec nos valeurs, quoi. Et c'est à la fois reconnu par nos parents, parce que on parle d'une autre génération, avec un autre système de gratification sociale qui est à remettre en question. Et d'ailleurs, ce système des grandes écoles qui favorise l'entre-soi plus que l'ouverture sur la société et que réfléchir par soi-même, est-ce que ça change ? C'est-à-dire en fait, le système des grandes écoles favorise-t-il l'entre-soi plus que l'ouverture sur la société ? Oui, je pense que en l'occurrence, le système éducatif de base est basé sur l'individualisme et la recherche et la compétitivité. C'est-à-dire que on se bat tous les uns contre les autres pour être le premier de la classe, pour accéder aux meilleures études, etc. Plus que l'esprit collectif, alors que finalement, quand on parle de désastre écologique et social en cours, on est tous dans le même pétrin, quoi. On est tous dans le mur. Et c'est qu'ensemble qu'on arrivera, c'est qu'en créant des liens ensemble qu'on arrivera à faire face à ce qu'on vit, quoi. À effectuer vraiment cette transition. Donc je pense que aujourd'hui les grandes écoles sont encore beaucoup trop dans le côté individualiste. C'est en train de changer petit à petit quand même, hein. L'enseignement supérieur est en train de changer, mais encore une fois, on est encore loin de ce qu'on devrait avoir, je pense. Tu as des exemples, toi, de ce système éducatif qui change ? Par exemple, tu as tout simplement des cours qui sont mis en place dans les grandes écoles, des cours où tu vas travailler en groupe de plus en plus. Donc ça, moi je parle vraiment des grandes écoles, c'est un peu quelque chose que je connais mieux. Je crois que c'est en train d'arriver dans les lycées aussi. Petit à petit, voilà, ils se rendent compte que c'est en mettant des cours en petits groupes que tu vas pouvoir faire des choses ensemble. Alors j'ai pas d'exemple précis sous la main, mais moi je sais quand j'étais à Centrale par exemple, on avait des groupes de travail sur le développement personnel, des trucs qu'il y a encore 5-6 ans ça n'existait pas du tout, quoi. Et aujourd'hui, c'est encore plus développé à Centrale Nantes. Dirais-tu que c'est l'appât du gain qui corrompt les esprits dans ces écoles, notamment Centrale Nantes ? Qui corrompt les esprits, tu veux dire, de certains étudiants ou c'est l'appât du gain que tu expliquais, les 80K à la sortie de l'école, la reconnaissance sociale. Ouais, l'appât du gain. Je pense que depuis qu'on est tout petit aussi, on nous répète que finalement, le rêve, c'est justement de gagner beaucoup, c'est d'être dans une belle boîte, tu vois. C'est pas forcément de trouver du sens, donc ça peut corrompre certaines personnes, je pense. Après, encore une fois, je pense que c'est vraiment en train de changer. Moi, je vois autour de moi, tu vois, pas mal de mes potes qui sont vraiment dans cette rupture, c'est-à-dire qui ont vraiment la volonté de donner du sens à leur vie. C'est pour ça que j'en ai fait un documentaire, en suivant 6 jeunes, mais en l'occurrence, j'aurais pu en suivre plein d'autres, parce qu'on ressent vraiment ce besoin d'urgence. Et du coup, on se rend compte aussi que le gain, finalement, c'est pas ça qui va apporter notre... En fait, c'est pas ça qui va nous permettre d'être heureux dans notre vie, quoi, aussi. Il y a une déconstruction du modèle de réussite. Le modèle de réussite, je pense que le modèle de réussite de nos parents, c'est gagner beaucoup, avoir une belle reconnaissance sociale. Notre modèle de réussite à nous, j'ai l'impression que ça devient davantage avoir du sens dans notre vie, quoi, je pense. Tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'on avait peut-être davantage maintenant de cours sur le développement personnel dans les écoles. Et de ton point de vue, est-ce que c'est l'absence justement de sciences humaines au sein de ces cursus qui est l'origine d'un tel décalage avec la société ? Je pense que oui. Je pense qu'il y a un gros problème. Aujourd'hui, il y a une revendication, notamment dans les écoles d'ingénieurs, d'avoir des cours justement de sciences sociales, d'avoir, tu vois, beaucoup plus d'interdisciplinarité. On a envie en tant qu'ingénieur, on a envie de ça. On a envie de connaître l'impact social, économique, écologique des actions qu'on va pouvoir mener. Alors qu'il y a encore 10-20 ans, l'ingénieur, on lui demandait pas son avis finalement. Et ça, c'est, je pense, vraiment un besoin et une volonté naissante des étudiants et des jeunes diplômés ingénieurs. C'est-à-dire aussi d'avoir des cours justement de sciences sociales, des cours de complexité, donc c'est-à-dire appréhender le monde dans son ensemble et de pas simplement cloisonner, tu vois, les cours, les cursus, vraiment d'avoir beaucoup d'interdisciplinarité. Je pense que c'est une nouvelle volonté naissante et que c'est comme ça aussi qu'on arrivera à faire face à cette transition, quoi. Parce que c'est tellement complexe que c'est pas uniquement un domaine, c'est pas par la technique qu'on va répondre à ça. Ok, la technique c'est une chose, mais quel est l'impact de cette technique ? Est-ce qu'on peut pas passer par autre chose ? Tu vois, c'est assez complexe, quoi. Et est-ce qu'une rupture c'est irréversible ? Bonne question. Est-ce que c'est irréversible la rupture ? Je sais pas. Franchement, j'ai pas d'exemple sous la main, tu vois, parce qu'on est encore jeune, faut dire aussi, de personnes qui sont rentrées en rupture et qui après sont re-rentrées dans le système mais se sont fait happer par le système pour faire un burn-out 20 ans plus tard, tu vois. Ça fait un peu flipper quand même cette histoire.
Mais en fait, je pense que quand tu rentres en rupture, t'as aussi peur, en fait, finalement, dans 20 ans, te réveiller, ouvrir les yeux, te rendre compte que t'as fait 20 ans de ta vie à contribuer encore plus au désastre écologique et social en cours. On voit nos aînés, tu vois, qui ont fait 20 ans dans ces grosses boîtes, payés 80K par an, et qui font des burn-out et qui se sentent coupables de ce qu'ils ont pu faire aussi pendant 20 ans. On n'a pas envie de reproduire ces modèles-là. On a envie de se questionner beaucoup plus vite, avant même de rentrer sur le marché du travail, en disant, OK, qu'est-ce que je veux vraiment, quoi ? Comment est-ce que je peux vraiment faire partie de la solution plutôt que de faire partie du problème ? Parce que c'est ça aujourd'hui, quoi. Donc, à partir du moment où tu te questionnes comme ça, que tu as peur de te perdre, de ne plus être aligné avec tes valeurs, je pense que ce sentiment de peur, il te permet de rester toujours aligné avec ce que t'es, et justement de pas te refaire happer par le système d'une certaine manière, quoi. De nouveau te perdre par... mais je sais pas. Faudrait regarder en soi. Peut-être que dans 10 ans, tu vois, on sera de nouveau tous rentrés dans le système. Faudra faire un rupture 2. Mais j'espère pas. Non, franchement, je pense pas. Et est-ce que tu penses que tu t'aurais remis en question comme ce que t'as fait si t'avais pas fait ces études ? Bah non, je sais pas. On peut pas savoir ce qui se serait passé. Ce qui est sûr, c'est que le fait d'être passé par ces études-là, qui sont d'ailleurs des études... Bon, on est très privilégié d'être passé par ces études-là. C'est une chance, on en est tous très conscients. Déjà parce qu'on a pu grandir dans une famille qui nous a permis de faire ces études-là, même quand bien même, tu prends les études d'ingénieur, pour le coup, j'ai des amis qui sont boursiers, qui viennent de familles modestes, mais tu regardes la diversité dans les grandes écoles, on n'est pas encore du tout... Enfin, elle n'est pas du tout présente, quoi. Je crois qu'à l'école polytechnique, tu as 50% d'élèves qui sont issus de familles cadres, contre 17% de cadres dans la population française. Donc on n'est pas du tout à un niveau de diversité suffisamment élevé. Mais je pense que le fait d'être passé par ces grandes écoles, c'est quand même un certain filet de sécurité. Tu sais que globalement, demain, ça se passe mal, tu peux retrouver un job, même en tant que serveur, un peu n'importe où, et que tu vas être les derniers en fait au chômage. Et c'est aussi pour ça que, en tout cas moi et ceux que j'ai filmés dans le documentaire, on a un sentiment de responsabilité énorme face à ce qui est en train de se passer. Parce que si nous, on se questionne pas sur l'impact qu'on va avoir dans notre vie, et on ne décide pas de faire partie de la solution, qui le fera aussi, quoi. Enfin, je pense parce que justement on a ce filet de sécurité, on est avant tout responsable, et c'est à nous vraiment de se questionner les premiers, quoi, et de se dire, ok, bah dès maintenant je vais faire des choix de carrière qui certes peuvent avoir des conséquences sociales, mais en tout cas je vais faire partie de la solution, quoi. Donc on parlait de privilège, le privilège d'être dans cette école-là, mais il y a aussi le privilège, si on prend plus de recul, le privilège de faire ce documentaire et se questionner sur ce phénomène de rupture est un privilège. On peut peut-être faire cette comparaison avec le white saviorism. En gros, c'est le sauveur blanc. Ça s'applique surtout au phénomène de partir dans des pays dits en développement ou dans des pays pauvres, pour y faire de l'humanitaire. Mais nous, on peut, et je me reconnais dans cette situation, de personnes privilégiées, mais bien pensantes, c'est bien intentionné d'avoir cette réflexion à contre-courant du système, et changer de chemin de vie. Est-ce que c'est pas aussi un caprice, une espèce de caprice, mais positif, mais issu de privilèges? Bah oui, je pense que clairement, encore une fois, c'est lié à ce filet de sécurité qu'on a, tu vois, d'être passé par ces grandes écoles. Pour certains, c'est un certain caprice, tu vois. Quand on fait des projections, il y a des personnes qui nous disent, non mais attendez, vous êtes bien mignons, regardez-vous, vous êtes issus de classes privilégiées, etc. Bon, d'ailleurs, c'est pas forcément le cas, encore une fois, parce que moi j'ai filmé des jeunes boursiers aussi. Donc on peut ressentir il y a ce sentiment parfois qui ressort. Je pense que là, il faudrait étudier le phénomène sociologique, mais c'est aussi lié à la lutte des classes qui a toujours existé finalement. Quand bien même, encore une fois, ce choix de rupture, il nous concerne que nous. Et tu vois, je pense que, en fait, moi je le dis toujours, j'ai pas choisi de grandir dans la famille dans laquelle j'ai grandi. À 18 ans, je considère que t'es pas suffisamment mature pour faire certains choix. D'ailleurs, j'ai suivi un jeune dans mon documentaire qui justement a décidé de ne pas faire de grandes écoles et d'arrêter finalement de juste passer le bac. Donc ça ouvre quand même à d'autres horizons. Mais bon, après c'est qu'un choix personnel, quoi. Moi j'ai fait ces grandes écoles là sans forcément me poser de questions, parce qu'on m'avait dit non mais ok, t'es bon à l'école, continue là, c'est comme ça que tu réussiras ta vie. Et puis j'y suis allé sans me poser de questions. Aujourd'hui je me rends compte qu'en fait j'ai des choix à faire pour justement être aligné avec, parce que c'est vraiment, là, pour le coup c'est égoïste, parce que j'ai envie de pouvoir me regarder dans le miroir sans me sentir coupable, en me disant merde, je participe encore plus au désastre écologique et social. Donc c'est vraiment juste personnel. J'en ai fait un documentaire qui est très personnel et qui n'a pas du tout vocation à représenter l'ensemble de la population
et qui n'a pas non plus vocation de dire regardez, c'est nous qui avons raison de faire ça, suivez-nous. Non, pas du tout. Ça parle d'un phénomène qu'on voit grandir dans les grandes écoles pour justement essayer de faire comprendre les parents, les entreprises aussi, qui ne comprennent pas pourquoi elles ont de plus en plus de mal à recruter, etc. Bon. Après, c'est sûr qu'il y a une nécessité d'aller chercher d'autres populations, d'aller notamment dans les milieux de classes plutôt défavorisées, plutôt populaires, pour, encore une fois, faire cette transition tous ensemble. Après, il y a un autre point aussi qui est important. Tu regardes aujourd'hui, on n'est pas tous autant responsables de la crise écologique en cours, de la crise écologique et sociale. Les 10% les plus riches en France émettent le plus de gaz à effet de serre, quoi. Donc, et ces 10% les plus riches sont aussi passés, pour la plupart, par des belles écoles. Et le fait que des jeunes de notre génération, comme nous, qui sommes passés par ces mêmes écoles, remettent en cause un peu tout ça et décident de ne pas suivre le chemin tout tracé, là, eux se questionnent aussi. Donc, je pense qu'on n'est pas tous autant responsables de la crise écologique en cours. Et c'est aussi pour ça qu'on parlait de responsabilité tout à l'heure. La personne qui a 8 enfants à charge et qui travaille 80 heures par semaine à gagner le SMIC, on ne va pas lui demander de se questionner, quoi. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on lui remet pas la faute sur elle quand elle va acheter son jean chez Primark à 7 €. C'est pas à elle, en fait, de se remettre en question. C'est aux décideurs au-dessus, aux gérants de ces multinationales qui sont passés par ces écoles aussi, de dire en même temps, non, dès maintenant, il faut que je mette l'impact et le sens au cœur de nos décisions d'entreprise, pour réduire drastiquement notre impact et enfin avoir un impact positif. Voilà, je pense que c'est vraiment une question de responsabilité, on n'est pas tous pareils face à tout ça, quoi. Réaliser ce documentaire alors que tu étais destiné à être ingénieur dénote-t-il aussi d'une certaine génération d'autodidactes qui n'attend plus une certaine légitimité de la société pour se réaliser ? Et ça, je pense que c'est vrai, quels que soient les milieux. Enfin, pour le coup, tu vois, j'en parle avec des personnes, justement, des sociologues qui étudient un peu la question, quels que soient les milieux, et ils me disent cette quête de sens, elle est présente dans notre génération, quel que soit le milieu. Et cette quête de sens, moi, j'ai l'impression qu'elle est aussi alignée avec ce que tu dis, avec la volonté d'être autodidacte, de faire des choses. On ressent l'urgence, et du coup, on se questionne plus de savoir si ça va être bien ou mal, de savoir si finalement, quelles vont être les conséquences sociales de certains actes, enfin, en tout cas, moins, tu vois. Ok, ça va faire une tâche sur notre CV, j'ai l'impression que c'est quand même moins valable qu'il y a 20 ans où il fallait avoir le CV parfait, en suivant la bonne carrière, les bons choix, etc. On est dans une génération où on a envie de faire plein de choses, d'expérimenter des trucs, de chercher la manière dont on peut avoir le plus d'impact aussi. On est, il y a 10 ans, je sais plus qui disait ça, mais on est une génération aussi où on va faire plein de métiers différents. On n'aura pas un métier, on aura 10 métiers. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment ça, quoi. J'en discutais avec Mao Delahaye, qui a coécrit le livre qui s'appelle Va te faire vivre, que je peux que conseiller, quoi. C'est cette génération, notre génération en quête de sens. En gros, bah ouais, va te faire vivre, quoi. Et elle disait, j'intervenais avec elle au Grand Contrôle là, dimanche, et elle disait, mais en fait, on est une génération de plans. En fait, j'ai l'impression qu'on vit par des plans, quoi. On est en mode, ok, bah j'ai envie d'essayer ça, j'y vais, ça me tente, ça me chauffe, je m'en fous un peu de ce que les gens peuvent penser. Après, il y a aussi, il faut pas l'oublier, une réalité financière qui est derrière. Et toute la question, c'est comment tu jongles avec les deux pour être bien aussi économiquement et pouvoir vivre de tes passions. Et tu vois, c'est pas si simple, quoi. C'est pas tout rose, mais bon, ça se fait. Et réaliser ce documentaire, est-ce que ça t'a apporté des réponses? Ah, quoi? À cette rupture, enfin, pourquoi t'as dû faire ce documentaire pour te questionner. Ouais. Donc, est-ce que en le réalisant, ça t'a apporté des réponses? De ouf. Bah, c'est aussi pour ça que je l'ai fait, quoi. Le fait de vraiment partir à la rencontre de jeunes amis autour de moi qui eux-mêmes se questionnent, c'était un peu une quête personnelle, quoi. C'était pour un peu apprendre la manière dont ils géraient cette quête de sens, et c'est pour ça que j'en ai suivi 6 qui ont tous des profils très différents et tous expérimentent des choses un peu différentes. Tu vois, il y en a une qui va justement qui a travaillé pendant 1 an chez un géant de la grande distribution, dans une multinationale de la grande distribution, en CDI avec un beau salaire, etc. Elle se rend compte que voilà, c'est beaucoup trop loin de ses valeurs. Elle décide de tout plaquer. Donc elle se retrouve au chômage et elle décide du coup de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc elle essaye des trucs. Au début, elle se met à vendre des soupes à partir d'invendus au Mans, tu vois, dans sa région natale, la Sarthe. Et du coup, elle se tâtonne. C'est un gros échec. Du coup, il faut qu'elle réinvente quelque chose. Enfin, il faut qu'elle tente quelque chose de nouveau. C'est pas simple. Donc je l'ai un peu suivi aussi. Donc avec ma caméra pendant 1 an dans cette expérimentation, quoi. Et de mon côté, moi aussi, j'ai appris le fait même d'avoir des échecs, quoi. Je trouve que c'est un truc qu'on dit pas assez, tu vois, en étant étudiant, ou même quand tu grandis pendant tes études, il faut que tu réussisses tout, il faut que tout soit parfait, machin. Mais en fait, non, on est une génération où l'échec fait partie aussi de l'apprentissage.
Et c'est pas parce que tu as fait 2 ans dans une boîte et que tu décides de tout quitter que c'est un échec. Non, bien au contraire, c'est que tu te cherches, tu tâtonnes, et c'est ok, quoi. Et le fait de les suivre là-dedans, ça m'a pas mal déculpabilisé par rapport à certains trucs aussi. Ça a été très formateur pour moi aussi, quoi. Il y avait une part d'égoïsme, je pense, de faire ce documentaire. Moi, j'avais envie de comprendre certaines choses, quoi, je pense. Très bien. Et dernière question, du coup, pour toi, c'est quoi la suite, Arthur? Mais justement, vu qu'on vit par plan, c'est compliqué de savoir ce qu'on va faire après. J'ai plein de projets en cours, si franchement. C'est pas, oui, voilà. Non, c'est pas. Franchement, j'ai envie de faire d'autres films. Avec ma copine qui est aussi dans le documentaire, Hélène, on s'est pris un peu de passion pour le monde du doc et de l'image. On a envie de faire des trucs, tu vois, de prendre la cam, alors que c'est pas notre formation, mais finalement tout le monde peut faire ça, avec même un téléphone, on s'en fout. Mais voilà, nous on a bien envie de continuer de faire d'autres films sur des sujets plus sociétaux, enfin toujours sociétaux, mais peut-être plus, voilà, justement, partir à la rencontre d'autres milieux sociaux aussi. Et puis on a envie d'expérimenter des trucs, tu vois, le retour au savoir-faire nous-mêmes, le retour à l'artisanat, l'autonomie. Enfin, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on a envie d'expérimenter. Voilà, bon, on verra bien. On se reverra dans quelques années et puis on fera un point. C'est noté. Merci beaucoup, Arthur. Merci à toi.